Je vais vous parler des rapports entre sociologie et psychologie et montrer que la sociologie est souvent mal venue, mal appréciée par les personnes qui souhaitent, qui sont en rupture avec leur milieu d'origine. Un certain nombre de personnes comme ça qui ne se reconnaissent pas dans leur groupe d'appartenance naturelle et qui sont d'ailleurs dans le déni de cette appartenance, en vérité. Que ce soit des femmes, par exemple, qui disent qu'il ne faut pas faire de sociologie des femmes, des immigrés, qu'il ne faut pas faire de sociologie des immigrés, et ainsi de suite. Alors, ce déni, qui évidemment instrumentalise ce qu'on pourrait appeler l'individualisme, la personnalité, unique, indivisible, incomparable, tend à fausser, à brouiller les pistes. Ça. Or, il n'est pas difficile de relier un certain comportement soi-disant individuel à un groupe. Et ça peut paraître comme détestable du point de vue de la personne qui n'entend pas du tout être assimilée à quelque groupe que ce soit, en dépit de son physique, en dépit de son apparence, en dépit de son discours. Elle continue mordicus à affirmer qu'elle n'est inclassable et qu'on ne peut pas la mettre dans une case. Le rôle des sociologues, effectivement, de ce point de vue-là, peut être perçu comme, comment dirais-je, une forme de ségrégation, une forme d'ostracisme à la limite. Le rôle des sociologues, c'est de montrer que, au contraire, on n'échappe pas aux pesanteurs sociologiques, à son environnement familial, etc., etc. Et par exemple, si on prend des discussions que nous avons eues récemment au Café Philo, McDo, que j'anime depuis quelques mois, la forme de culture que l'on a, par exemple, la culture générale que l'on a, quelle culture générale? Comment se présente-t-elle? Quelles sont ces connaissances que la personne possède, et possède même presque de manière subconsciente, qui viennent d'elle-même, qui sont des réflexes, des automatismes? Bon, bah, cette culture générale, elle nous renseigne sur les origines de la personne, sur son parcours. Et elle peut prendre des formes extrêmement diverses. Par exemple, quelqu'un qui a vécu dans un certain pays a la culture générale de ce pays et pas du pays dans lequel il arrive. Et quand bien même il ferait un effort pour se renseigner sur la culture euh, de ce pays d'accueil, il n'acquerrait pas pour autant certaines formes d'automatisme qui sont propres aux personnes qui appartiennent réellement à ce pays d'accueil. Et il est très difficile de se départir, de se dégager de ce type d'empreinte. Comme je le disais l'autre jour, il y a des choses que certaines personnes savent, certaines choses que les autres ne savent pas, et ne savent pas certaines choses que les autres savent. Et ça marque précisément l'immigré, celui qui est extérieur, l'étranger. Voilà, l'étranger. Et l'étranger, il est tenté de dire, oui, mais je suis étranger, donc on ne sait pas d'où je viens. Il croit que parce qu'il est étranger, on ne peut pas connaître ses origines. Et donc, parce qu'il est étranger, il a le statut d'individu. Il n'est assimilable ni au pays dans lequel il entre, et il n'est pas réductible au pays d'où il vient. Et quand je dis le pays, ça peut être aussi un milieu. Voilà. Donc, il y a une espèce de jeu de chat et la souris entre certaines personnes qui veulent brouiller les pistes et ne pas être repérées, cataloguées comme appartenant à tel et tel groupe. Le paradoxe, c'est que si on prend toutes ces personnes-là qui se présentent individuellement comme inclassables, on s'aperçoit qu'elles ont beaucoup de points communs entre elles. Donc, elles font partie d'un groupe qui est le groupe justement des inclassables ou des prétendus inclassables.
et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'elles ont beaucoup de points communs entre elles. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de jeu qui se termine toujours aux dépens de celui qui refuse et qui nie son appartenance.